Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Métine. Bonsoir. Métine Arditi, je suis content de vous revoir Métine. On s'était vu, ça remonte maintenant hein, pour le bâtard de Jérusalem. 3 ans. 3 ans quand même. Vous écrivez tellement aussi, vous écrivez beaucoup, vous écrivez tout le temps en fait, non? J'écris beaucoup. Et j'ai entendu depuis l'âge de 7 ans, vous commenciez à écrire des petites histoires à 7 ans pour votre maman? Oui. 7 ans, j'étais publié à 13 ans. Oui. J'ai dû faire mes gammes quand même. Ouais. À 13 ans, moi, je jouais encore au Lego et aux petites voitures sur la petite fenêtre. Enfin bref, 3e et dernier volet de la trilogie de Constantinople, on va en parler, le voici, le voilà, Bosphore Tango, édité chez Grasset, on va en parler aussi. Avant ça, 3 petites questions, genre questionnaire de Proust. Hein. Je sais pas, Proust n'a rien à voir avec ça, mais bref. Si vous étiez, c'est ce jeu-là, hein, si vous étiez, Métine, un mot de la langue turque, ce serait lequel? Merhaba, bonjour. Tout simplement? Oui, parce que le turc est un homme très accueillant. Ouais. Le peuple turc est très accueillant. Redites-le encore, comme ça. Merhaba. Ouais, c'est beau. Hein. En général, on dit merhabalar, c'est-à-dire bonjour, mais au pluriel. Ah oui. En s'adressant à une seule personne. D'accord. Plein de bonjours. Si vous étiez un quartier d'Istanbul? Galata. Ah, directement? Galata, c'est-à-dire bord de mer, le port, quartier très, très actif, très populaire, un vrai quartier. D'accord. Et allez, dernière question. Si vous étiez un plat turc, hein, ou un dessert, hein, comme vous voulez. Sans hésitation, la salade d'aubergine. Pourquoi? Pas seulement pour le goût, qui est délicieux, mais pour l'odeur des aubergines qui grillent sur le réchaud et qui embaument la maison. Pour moi, c'est la Madeleine, en quelque sorte. C'est votre Madeleine de Proust, dans le questionnaire de Proust. Vous nous donnez faim. On va faire l'émission avant et on ira manger après. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Allez, on va parler de Bosphore Tango avec vous. Et vous êtes l'invité, Métine, de LCR, ce soir. Voilà quelques images d'archives évidemment du pogrom. C'était en septembre, hein, au mois de septembre. 6 septembre 1955. 1955. On en parle dans le livre. On l'a vu sur ces quelques images. Un pogrom d'une violence inouïe qui visait les communautés turques, arméniennes et juives. Pas turques, grecques. Grecques, arméniennes et juives. Oui. Et ils ont saccagé, ils ont tout saccagé. Oui, de façon inouïe. Vous savez, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est de connaître Jeanne Hersch, la philosophe. J'ai travaillé avec elle, je n'avais jamais lu la philosophie jusqu'à l'âge de 45 ans. J'ai travaillé avec elle pendant 10 ans, jusqu'à sa mort, à 90 ans. Et elle me sortait souvent cette phrase, lorsque vous vous occupez de conditions humaines et que vous butez sur un paradoxe, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, vous m'avez demandé de dire un mot en turc. J'ai dit merhaba, merhabalar, bonjour, parce que le turc, l'homme est extraordinairement accueillant. Et puis on voit ces images, et puis on se dit, c'est ça la condition humaine. Qu'est-ce qui s'est passé On a un peu oublié d'ailleurs, hein. Enfin pas les Turcs et pas les communautés dont j'ai parlé, mais nous, vu d'ici, on a un petit peu, on sait qu'il s'est passé vaguement quelque chose à Istanbul en 1955. Il s'est passé quelque chose de très très important, qui a marqué l'histoire de la Turquie. C'est qu'à un moment donné, le gouvernement a voulu punir la communauté grecque, comme elle l'avait déjà fait à de nombreuses reprises, disons depuis la création de la République. Oui.
Atatürk. à l'occasion d'un événement à Chypre. Mais enfin, tout ça a été parfaitement orchestré par le gouvernement. Il y a 10 ou 15 000 bonshommes qui sont arrivés dans les rues commerçantes d'Istanbul. Oui, et il y avait un slogan, Chypre est turc, Chypre est turc. Et puis il y avait autre chose, Bayrak Tak, c'est-à-dire il disait aux magasins turcs musulmans, accroche ton drapeau pour qu'on sache que c'est un magasin qu'on va épargner. Et puis, vous voyez ce qui s'est passé, c'est absolument effrayant. Tout ce quartier de l'avenue de l'Indépendance, Istiklal Caddesi, et les rues avoisinantes a été mis à sac d'une façon terrifiante. Le livre commence avec ce... C'est le point de départ, c'est ce que j'allais dire de ce livre, avec des personnages, puisque vous êtes romancier. Et je me demandais, est-ce que le roman, c'est un bon moyen pour faire revivre des événements? Parce qu'on est avec vos personnages, hein. On est avec leur peur, on est avec leur peau, si je puis dire, on est tout près d'eux, corps à corps. Je crois que c'est le seul moyen de faire revivre un événement, parce que ça permet d'avoir un certain nombre de points de vue, et ça permet vraiment de se mettre dans la peau de personnages qui sont des deux côtés de la table. Oui, c'est vrai. Avec une grande liberté. Ce sont des personnages fictifs. Oui, mais il y a une complexité. On voit qu'il y a bien sûr. Les choses sont ni blanches ni noires. Vous savez, c'est René Girard qui a écrit un livre qui disait « Mensonge romantique et vérité romanesque ». Eh bien, c'est ça. Le roman est une façon très puissante d'accéder à la vérité. Ouais. Tant il est vrai que la vérité est forcément complexe. Donc c'est ça. Beaucoup de personnages qu'on n'est pas prêt d'oublier, notamment des personnages féminins, je trouve, qui sont très forts. Il y a Renée, on commence avec Renée qui est une coursière dans le Grand Bazar. Arménienne. Arménienne, il faut le dire. Laurence, Denis, moi je me suis fort attaché à Denis. Elisa, et puis il y a Jamila, parce qu'on va faire un bond dans le temps. On va faire un bond dans le temps, on va retrouver en deuxième partie de ce troisième tome un personnage qui semble tomber du ciel, qui est Jamila, qui est musulmane, foulardée, 49 ans, etc., alors que tous les autres personnages principaux sont des membres des communautés. Et puis on découvre, mais je ne vais pas tout dire, dévoiler, hein, que finalement il y a un lien très fort entre Jamila et le reste des personnages. Ouais. Il ne faut pas trop dévoiler, c'est ça qui est savoureux dans ce roman, c'est que vous tissez votre toile en fait, mais ça c'est le grand plaisir du romancier. Et une toile qui a commencé avec, puisque c'est une trilogie, on est à la fin quand même, on arrive dans les années Erdogan, là, qui a commencé avec Le Danseur oriental et L'espion d'Atatürk. Le Danseur oriental du temps du sultan, Vahdettin, le dernier sultan. Et on parle il y a ce personnage Gülgül qui revient, qui fait les trois, qui est fascinant. On parle de danse, ici il y a le Bosphore Tango. Je voudrais qu'on écoute le début d'un morceau. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très ancien, et c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui a reconstitué un petit peu son visage pour le faire bouger. Eh ben oui, ça, on est en 2026, regardez. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas. Magnifique, c'est Carlos Gardel, hein? C'est Carlos Gardel. Magnifique. Que vous citez dans le roman à un moment donné. Oui, bien sûr. C'est incroyable aussi, ces images animées. C'est impressionnant. Il se retournerait dans sa tombe. Pourquoi la danse est si importante? Il y avait déjà cette histoire du derviche tourneur dans le premier. La danse, elle est partout. Il y a la danse des derviches avec le père de Gülgül, Moussa Bey, qui devient un grand danseur derviche avant de devenir un grand calligraphe. En fait, la calligraphie était enseignée dans les monastères des derviches. Hein. Ensuite, il y a la danse orientale. Le danseur oriental, c'est le titre du premier des trois tomes.
Et c'est Gulgul qui, déguisé en femme, danse la danse, ce qu'on appelle la danse orientale. En France, on dit la danse du ventre. Oui. Ensuite, il y a Denise, dont vous parliez tout à l'heure. Vous aussi, vous êtes amoureux de Denise, je vois. On est plusieurs. Vous aussi, alors. Ah oui. Denise, qui est une ballerine classique, de grand talent. Et puis, il y a les danses de salon, dont le tango. Les danses de salon jouent un rôle très important. Et à la fin du deuxième tome, si je peux en dire un petit mot, oui, très rapidement, il y a Gulgul qui se souvient d'un mot de son père. Et son père lui a dit, tu vois, quand tu es né, je suis allé danser. Mais pour le père de Gulgul, c'était la danse des derviches, c'est-à-dire c'était quasiment une prière. 2 jours plus tard, ta mère est morte. Et je suis retourné danser. Et Gulgul dit, à la fin du deuxième tome, au fond, dans la vie, il n'y a aucun bonheur, aucun malheur qui ne puisse être dansé. Et la danse est un peu le liant de ces 3 livres, la danse et la mort qui est tout près, l'amour aussi, enfin tout ça tout ça danse ensemble, absolument. Si je puis dire. Et puis on pourrait parler, il y a plein de choses dans ce livre, on pourrait parler de la quête d'identité de tous ces personnages, évidemment, parce que c'est ça, la transmission. Ils sont tous bousculés par les événements. Nous, aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, nous avons une grande chance, c'est que nous pouvons mener nos vies tranquillement. Voilà. Et ces gens-là avaient le pouvoir autoritariste qui pénétrait leur vie, j'ose le dire, jusqu'à leur chambre à coucher. Et ça, c'est terrifiant. Et donc, ces gens étaient constamment en quête de leur identité pour savoir où, finalement, ils pouvaient vivre à peu près tranquillement. Et en quête de liberté. Et en quête de liberté individuelle, évidemment. Il sera publié où, le prochain ? Chez qui? Vous voyez pourquoi je dis ça? Je peux enlever la jaquette, ça vous dérange pas? On reconnaît évidemment. On reconnaît évidemment les Grasset. Je dis ça pour les gens qui ne sont pas au courant. Vous faites partie des 200 signataires. Il y en a un peu plus, je crois, écrivains qui ne veulent pas rester chez Grasset. Alors j'ai un contrat signé, bien évidemment, signé, je crois en novembre, chez Grasset pour une sortie du prochain roman en janvier prochain. Et je vous répondrai par ces mots d'une précision fulgurante, mystère et boule de gomme. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on ne sait rien du tout. C'est un moment qui est extrêmement difficile chez Grasset. Vous savez, il y a 14 ans que je travaille avec Grasset. J'y vais souvent. J'étais pendant 4 ans au comité de lecture. Donc Olivier Nora, vous le connaissez très bien. Évidemment. Plus que c'est un ami intime. Jamais en 14 ans, je n'ai été reçu chez Grasset avec l'affection que j'ai ressentie la dernière fois, c'est-à-dire 1 semaine après l'annonce de l'éviction d'Olivier Nora. Les gens sont terrifiés, ils sont malmenés, ils sont tristes. Des gens qui ont... Je ne parle pas des auteurs, je parle de ceux qui sont à l'intérieur, qui ont consacré des 20 ans, 30 ans, 35 ans de leur vie professionnelle à cette maison, qui est en train d'exploser du fait d'une décision totalement arbitraire et évidemment très délétère, qui était cette décision de sortir Olivier Nora de son poste. Voilà, décision prise par Bolloré, il faut le rappeler pour les gens qui ne sont peut-être pas spécialement au courant. Bolloré qui est un idéologue selon vous? Bolloré poursuit il a une idée, effectivement. Il poursuit la mise en place de son idéologie que, évidemment, je ne peux pas partager. Mais il est propriétaire, donc on se pose des questions aussi. On ne peut pas... en France, par exemple, Bruxelles n'a pas autorisé le groupe Bolloré à avoir à la fois Editis et Hachette. Donc là, OK. Mais Editis, c'est 52 ou 53 marques. Hachette, c'est beaucoup de marques aussi. Et donc, on peut se poser la question, parce qu'il n'y a pas que Hachette dans le giron de M. Bolloré. Il y a de la presse écrite, il y a de la presse télévisuelle et il y a de la presse radiophonique. Et des médias.
des médias, ça forme un tout, et la distribution avec les relays. Et les cinémas UGC. Voilà. Enfin, voilà, c'est infini. Et donc, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas là, dans la loi, des trous qu'il conviendrait de boucher. Ouais. Juste un point positif, il vous a quand même laissé paraître le bâtard de Nazareth. Absolument. De Nazareth, il faut lui reconnaître ça. Je ne sais pas si aujourd'hui ce serait aussi le cas. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. Ah non, il l'a vu et il n'a pas aimé. Ah oui, ça j'ai appris ça, qu'il n'a pas aimé, mais il l'a laissé faire et c'était bien. Ouais. Mon sentiment, c'est que ce qui s'est passé maintenant, ce n'était pas tant la question d'une publication, mais du désaccord ancien entre Olivier Nora et M. Sarkozy. Ouais. Ça remonte loin, donc. Voilà. Allez, il nous reste quelques secondes, malheureusement, pour lui, mais c'est votre coup de cœur. Je demande chaque fois un coup de cœur, hein, vous m'avez dit. Il y a une autre rive, Étienne de Montetis. Pourquoi en 2 mots? Voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon musulman, algérien. Ses parents divorcent, son père retourne en Algérie. 14 ans ou 15 ans après, son père meurt. Lui-même, alors, retourne au pays. Il retrouve, disons, des racines qu'il a mal connues. En France, il retrouve l'islam, il revient en France et petit à petit, il s'approche de l'autre rive, qui est le christianisme. Et ce livre m'a beaucoup intéressé. D'abord, il est très bien écrit par Étienne de Montetis. Et puis, il m'a beaucoup intéressé parce que dans ce livre, il y a également la réciproque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une autre rive aussi pour un chrétien qui trouve dans l'islam une beauté voilà, qu'il n'a pas jusque-là vue. En général, vous savez, c'est la même beauté. Il y a des résonances avec Istanbul, évidemment. Bien sûr, il n'y a que ça. Et avec Sainte-Sophie, etc., etc. C'est la plus belle ville du monde pour vous, d'ailleurs. Hein. Absolument. On est d'accord? Allez, on est d'accord. Objectivement dit. Très objectif, tout ça. Ça s'appelle Bosphore Tango. C'est donc chez Grasset. Et c'est signé Metin Arditi. C'est magnifique. Plongez là-dedans et lisez les 2 autres aussi. On peut le lire indépendamment, d'ailleurs. Merci beaucoup, Metin, d'être passé chez nous. Merci, David. Bon retour en Suisse. Merci. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.